Ah bonjour, vous arrivez juste à temps. J'étais en train de mettre un peu d'ordre dans mon matériel parce qu'avec ma collègue Cindy, nous avons décidé de vous proposer une activité qui parlera des reptiles. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors le mot reptile doit être utilisé avec beaucoup de précautions car la façon de classer les espèces a énormément évolué ces dernières années. Cindy est en studio, elle va nous confirmer tout ça. Bonjour Cindy. Bonjour les loulous, bonjour Laurence. Alors oui, tu as raison. L'ancienne classification a été créée par un biologiste qui s'appelle Carl von Linné. Il a créé 5 classes de vertébrés. Alors vous les connaissez tous. Souvenez-vous de vos visites au musée. Il y a les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Ces classes ont été créées en fonction des ressemblances qu'ont les animaux entre eux. Par exemple, les oiseaux possèdent tous des plumes et un bec. Les mammifères ont des poils et allaitent leurs petits. Mais tiens, est-ce que tu connais les caractéristiques des reptiles, Laurence ? Oui, c'est justement pour cela que je rangeais les œufs, mais je vous en parlerai plus tard. Le mot reptile signifie que ces animaux rampent. Alors pour le serpent, c'est évident. Mais pour les tortues, les lézards et les crocodiles, cela peut sembler étrange. On dit aussi qu'ils rampent. Leurs pattes ne sont pas placées en dessous de leur corps, comme chez le chien ou le cheval par exemple, mais sur le côté du corps. Ils avancent donc leurs pattes d'une manière différente, et de ce fait, ils laissent souvent des traces faites par leur ventre sur le sable ou dans la terre. Cindy, tu peux nous montrer ces différentes traces, s'il te plaît ? Oui, voici les traces laissées par une tortue, un serpent, un lézard et un crocodile. La plus facile à reconnaître, évidemment, c'est celle du serpent, puisqu'il n'a pas de pattes. Pour les lézards, on remarque sur le côté les traces de pattes avec des doigts assez fins et la trace centrale qui est faite par la queue et parfois par le ventre de l'animal. Concernant les tortues, tout dépend si on observe des espèces aquatiques ou terrestres. Les tortues marines laissent souvent des traces très visibles où on remarque bien les empreintes des pattes nageoires sur les côtés, mais aussi celles du ventre et parfois même celles de la queue. Pour les tortues terrestres, ce sont souvent des traces plus discrètes où l'on devine le mouvement des pattes en arc de cercle et parfois celles du ventre et de la queue. Quant aux crocodiles, l'empreinte des griffes épaisses sont très visibles. On distingue parfois la trace du ventre et de la queue. Un autre point commun des reptiles est que leur corps est recouvert d'écailles soudées entre elles, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les détacher les unes des autres, ce qui n'est pas le cas chez les poissons ni les papillons, vous vous souvenez ? Le corps des reptiles est ainsi bien protégé. Certains d'entre eux, comme les crocodiles et les tortues, possèdent même des plaques osseuses en dessous de leurs écailles. En plus, Laurence, je sais que certains de ces animaux muent, c'est-à-dire qu'ils perdent leurs écailles parce qu'ils doivent grandir ou parce que les écailles doivent être remplacées, et ce de différentes manières. Le serpent, par exemple, mue en une seule fois. Il va perdre les écailles à remplacer en un seul bloc, un petit peu comme toi lorsque tu enlèves ta chaussette. Le lézard, quant à lui, mue par petits morceaux. Regarde ce morceau de mue de lézard osselet. On devine encore les dessins qu'il porte sur le dos. Pour le crocodile et la tortue, c'est un peu différent. Ce sont les écailles elles-mêmes qui grandissent et permettent à l'animal de grossir. Une autre caractéristique des reptiles est qu'ils produisent des œufs avec des coquilles. Et ces œufs d'ailleurs ressemblent très souvent aux œufs d'oiseaux. Ils sont juste en général un petit peu plus allongés. Alors voici un œuf de crocodile, un œuf de tortue, un œuf de lézard et un œuf de serpent. Ces œufs sont dans la majorité des cas pondus dans le milieu extérieur, c'est-à-dire dans le sable ou dans la terre.
On dit alors que ces animaux sont ovipares. Il y a néanmoins quelques exceptions telles que le boa de la Jamaïque qui lui est ovovivipare, ce qui signifie que les œufs restent dans le corps de la mère le temps de se développer. Au bout d'un certain temps d'incubation, les petits protégés dans une membrane sortent du corps de la mère et percent directement cette membrane juste après la ponte. Donc Laurence, un reptile, c'est un animal qui rampe, qui possède des écailles soudées et qui pond des œufs avec une coquille. C'est bien ça ? Oui Cindy, mais comme nous l'avons dit au départ, cette classification est assez ancienne et depuis, les méthodes scientifiques ont évolué. En fait, la classe des reptiles regroupe des animaux qui ne sont pas si proches les uns des autres qu'on ne le pense. Les seuls critères de ressemblance ne sont plus suffisants dans la nouvelle classification qu'on appelle phylogénétique. Si je te dis lépidosaurien, archosaurien et chélonien, ça te parle Cindy ? Ouh là là oui, mais nous allons devoir expliquer cela à nos petits amis. Alors ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques ne s'intéressent plus seulement à l'extérieur de l'animal. Non, ils regardent aussi l'intérieur comme les os ou les organes. Alors, ce qui a joué un grand rôle dans tous ces changements, c'est l'ADN. Vous savez, cette molécule que nous possédons tous dans les milliards de cellules qui composent notre corps. Ah, l'ADN, je le connais bien celui-là. Il a occupé de longues heures dans mon travail auparavant. L'ADN, c'est le messager de l'hérédité, c'est ce que les parents transmettent. Donc si des animaux ont des ADN qui se ressemblent, ça veut dire qu'ils ont un ancêtre commun, qu'ils sont proches dans l'évolution des espèces. C'est par exemple le cas entre le chimpanzé, l'homme et les autres grands singes. D'accord. Donc, si on applique cela aux reptiles, on remarque qu'on peut les diviser en 3 groupes. Il y a les tortues, qui font partie des chéloniens. Elles sont plus éloignées des autres reptiles, notamment à cause de la structure de leur crâne et donc de leur ADN. Ensuite, il y a les lépidosauriens, dans lesquels on retrouve les lézards et les serpents. Le 3e groupe est celui des archosauriens, dans lequel on trouve les crocodiliens, qui ont certaines particularités au niveau de leur crâne et de leur estomac. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que dans les archosauriens, on retrouve également les oiseaux. Et oui, les oiseaux ont les mêmes caractéristiques au niveau du crâne et de l'estomac que les crocodiliens. Ils ont un ancêtre commun et un ADN semblable. Il y a également des ressemblances au niveau du comportement, notamment par le fait qu'ils construisent un nid et s'occupent de leurs petits. Autrement dit, un crocodile est plus proche d'un oiseau que d'un lézard. D'ailleurs, les oiseaux ne portent-ils pas souvent des écailles sur leurs pattes ? Vous voilà maintenant des spécialistes de la classification phylogénétique. Allons retrouver Laurence pour observer certaines de ces caractéristiques de plus près chez les pensionnaires du vivarium. Voici une tortue un peu particulière qu'on appelle la tortue boîte. Comme nous l'avons dit auparavant, les tortues font partie d'un groupe un peu à part qu'on appelle les chéloniens. La tortue que tu as dans les mains, elle a quoi de si spécial, Laurence ? La carapace d'une tortue est composée de 2 parties, la dossière et le plastron. Chez cette tortue, le plastron possède une sorte de charnière qui lui permet de refermer les 2 parties du plastron pour que la carapace se referme totalement. La tortue est ainsi bien protégée. Ouh là là, c'est super pratique ça! Mais notez bien que peu d'espèces de tortues sont capables de faire cela. Allons maintenant observer d'autres reptiles. Et partons chez les lépidosauriens. Vous vous souvenez, c'est le groupe des lézards et des serpents. Voici un serpent qu'on appelle communément la couleuvre des blés. Il vit aux États-Unis,
dans des endroits où il y a une végétation abondante ou dans des bâtiments peu fréquentés. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un animal qui a un tempérament calme ici, au vivarium. Il ne mord que très rarement. Oui, mais et si maintenant il te mordait, ce serait dangereux pour toi, Laurence? Non, Cindy, c'est un serpent non venimeux, comme tous les serpents du vivarium d'ailleurs. Comme il ne possède pas de venin, il se nourrit après avoir tué sa proie par constriction, c'est-à-dire en la serrant très très fort pour l'étouffer. Une fois sa proie achevée, il l'avale en un seul morceau grâce à sa mâchoire qui est très extensible. Ouf, ça me rassure pour toi. Et oui, les serpents sont capables d'avaler de grandes proies, et ce, grâce à plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, leur bouche s'ouvre très fort, verticalement, grâce à une articulation très souple. Elle s'ouvre également horizontalement, grâce à un ligament qui se trouve à la place du menton. Les serpents ne possèdent pas de sternum, et les côtes peuvent pivoter sur les vertèbres. Comme vous pouvez le remarquer, le serpent sort très souvent sa langue de sa bouche. Et non, ce n'est pas pour faire des grimaces comme vous vous en doutez, ni pour paraître méchant. Il fait cela pour capter des sortes d'odeurs qui l'entourent. Ces odeurs ressemblent en fait plutôt à des goûts. Une fois qu'il a rentré sa langue dans sa bouche, ces odeurs goûts sont analysées par son cerveau. Et comme vous le savez, la langue des serpents est divisée en deux parties à son extrémité. On dit qu'elle est bifide, ce qui lui permet de localiser d'où viennent les odeurs goût. Remarquez qu'il n'utilise pas ses narines pour sentir les vraies odeurs. Et ça fait quoi de toucher un serpent? Il est froid? Il est humide? Il est collant? Non, rien de tout cela, Cindy. En fait, sa peau est douce et sèche, même si on ressent un petit peu les écailles. Quant à la température, je dirais qu'il est tiède. En fait, les serpents adaptent leur température à leur environnement. Et comme ici, il fait 25 degrés, et que mon corps est à une température de 37 degrés, il me paraît tiède. On ne dit donc pas qu'un serpent est un animal à sang froid, mais un animal à température variable. Ok, on observe un autre lépidosaurien, Laurence? Parce que j'aimerais pouvoir observer un lézard de tout près. Ceux que je croise en vacances sont souvent très timides. C'est parti, je vous présente l'agame barbu. C'est un lézard originaire d'Australie. Il se nourrit d'insectes, de petits rongeurs, mais aussi de fleurs et de fruits. Comme vous le voyez, son cou, le long de son corps et sa tête sont munis de petites épines, mais en fait elles ne piquent pas vraiment. Elles servent juste à l'animal à paraître plus impressionnant quand il se sent menacé. Il paraît qu'il y a près de toi un terrarium dont les habitants rivalisent au niveau de leur couleur. Tu vois de qui je veux parler? Oui, allons les voir. Sur les branches, nous voyons les varans émeraudes qui portent ce nom grâce à la jolie couleur verte de leurs écailles.
Sachez que ces lézards ont la même forme de langue que le serpent, c'est-à-dire fourchu, bifide. Ces lézards sont donc arboricoles, ils vivent dans les arbres, ce qui explique leur couleur verte, parce que ça leur permet de se camoufler dans le feuillage des arbres. Ces lézards sont un petit peu particuliers, parce qu'ils sont omnivores, ce qui est assez rare dans cette famille d'animaux. Ils mangent des insectes, des grenouilles, des petits rongeurs, des escargots et des fruits. Et comme la gamme barbue, il est originaire d'Australie. Laurence, vois-tu l'autre lézard présent dans le terrarium? Attends, je cherche, mais je ne vois rien. Tu dois regarder plutôt au sol, Laurence, parce que celui-là est plutôt terrestre. En plus, il est discret. Il a tendance à se cacher sous les feuilles ou dans la terre. En plus, ça n'est pas la couleur de ses écailles qui va t'aider à le repérer. Par contre, c'est un costaud. Ça y est, je l'ai trouvé. En effet, c'est un costaud. Attends, je regarde le nom sur la fiche, il s'appelle le 5 à langue bleue. Quand il se sent menacé, il sort sa langue qui est toute bleue et la déploie comme un plateau pour faire peur à ses prédateurs. Ah bien ça alors. Eh oui, Laurence, les animaux ont plein de petites astuces pour se cacher ou pour se défendre. Tiens, en parlant de ça, allons voir un roi du camouflage. Si je te dis qu'il fait partie des archosauriens, est-ce que ça t'aide? Bien sûr, c'est un crocodile ou un de ses cousins. C'est ça, tu cherches le caïman à lunettes. Allons-y. Bon, eh bien, je pense que c'est moi qui vais devoir acheter des lunettes, car rien à l'horizon. Je vois des tortues de Floride, différents poissons, ma copine la tortue boîte. Ah mais oui, là-bas, dans le fond, le fameux caïman crocodilus. Il semble tout calme, mais je pense que je n'essaierai pas d'aller lui faire une petite caresse. De toute manière, cela ne servirait à rien, les reptiles ne peuvent pas ressentir ce genre de sentiment. C'est un animal qui vient d'Amérique du Sud et centrale, qui fait partie de la même famille que les alligators. Mais pourquoi l'appelle-t-on caïman à lunettes? Parce qu'il possède une crête osseuse entre les yeux, comme sur mes lunettes. Et donc lui, il ressemble plus à un oiseau qu'à un lézard. Mais non, Laurence, il est plus proche des oiseaux que des lézards. Ça n'est pas la même chose. Ah oui, l'hérédité, l'ADN, les os, l'estomac, le comportement. C'est ça. Tout comme les poules, les crocodiliens avalent de petits cailloux qui vont leur permettre de broyer les aliments dans leur estomac. Parce que eux, ils ne possèdent que des dents qui permettent d'arracher les aliments et non de les mâcher. C'est un archosaurien. Ok, je vais tenter de m'approcher pour un peu mieux voir ses lunettes. Mais en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir Laurence. Bon, cette fois-ci, avant de se quitter, non plus une petite chanson, mais un petit jeu pour voir si vous nous avez bien écoutés. Serez-vous capable de reconnaître qui laisse ses traces quand il rampe? Allez, observez bien. Vous êtes maintenant de vrais champions. Allez les loulous, à bientôt.